Bonjour à tous, je me présente, je suis Franck Touré, enseignant de droit civil et de procédure civile au sein de la prépa ISP pour le concours de la magistrature. Nous allons envisager dans le cadre de cette vidéo des pistes de réflexion pour la dissertation qui a été proposée aux candidats du premier concours pour l'ENM 2020. Année un petit peu particulière, un double égard, d'une part en raison de la crise sanitaire, d'autre part en raison de la réforme du concours de l'ENM. D'abord, la crise sanitaire a eu pour conséquence de reporter la date du concours à septembre, ce qui a donc induit pour les candidats préparationnaires plus de temps pour préparer le concours. Autre particularité de cette année du concours de l'ENM, c'est la réforme du concours. En effet, le décret du 13 février 2019 a réformé les épreuves des 3 concours d'accès à l'ENM. Avec cet objectif d'allègement des épreuves, de réduire le nombre d'épreuves et de modifier le programme. Ainsi, en droit civil, a fait son apparition le droit de la vente, le cautionnement par exemple, au détriment des voies d'exécution. Ensuite, pour ce qui est concrètement de l'épreuve de droit civil, cette épreuve de composition, que ce soit une dissertation ou un cas pratique, a pour objectif d'apprécier les connaissances des candidats au premier concours. Et elle a donc pour objectif de vérifier leur aptitude à l'analyse et au raisonnement juridique ainsi que leur qualité rédactionnelle. Et on retrouve ces caractéristiques, ces objectifs du concours de l'ENM dans les rapports des membres du jury. En effet, il est essentiel pour une dissertation ENM de tenir la démonstration, et de tenir la démonstration sous l'angle du juge. Tenir une démonstration à partir finalement de la jurisprudence. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui guide le choix des sujets pour l'ENM, c'est la jurisprudence, le rôle qu'a pu tenir le juge. Enfin, dernière particularité liée à cette réforme, c'est l'objectif de réduire le nombre d'épreuves. Ainsi, pour réduire le nombre d'épreuves, a été fait le choix de soumettre les candidats à un cas pratique et à une dissertation. Dissertation qui peut concerner soit droit civil et procédure civile, soit droit pénal et procédure pénale. Si les membres du jury choisissent le droit pénal, par exemple, le cas pratique portera sur le droit civil et la procédure. Cette année, le choix a été fait d'une dissertation portant sur le droit civil et la procédure civile, dès lors le cas pratique a porté sur la matière pénale. Ce qui ne veut absolument pas dire que l'année prochaine, pour le concours 2021, ce sera l'inverse, une dissertation en droit pénal et un cas pratique en droit civil. Revenons maintenant à notre sujet, à ce sujet de dissertation dans droit civil et procédure, à savoir la relativité de l'autorité de la chose jugée. Ce sujet peut, a priori, faire peur. Il peut en effet rebuter de nombreux candidats. En effet, l'autorité de la chose jugée est une notion en procédure civile et en droit substantiel extrêmement complexe, une notion extrêmement technique. Et c'est un sujet aussi qui rompt avec les années précédentes. En 2019, le sujet était le sexe, le nom, le corps, la place de l'ordre public en droit des personnes. En 2018, le sujet était la contractualisation du droit des couples et ses limites. On avait pour ces deux sujets finalement la même problématique, à savoir d'un côté en matière de droit des personnes et de droit de la famille, cette conciliation entre les libertés individuelles et de l'autre, l'ordre public. Pour ce qui est, par exemple, spécifiquement de la contractualisation du droit des couples et ses limites, la tension du sujet apparaît même dans l'énoncé. D'un côté, la volonté
des membres du couple, concubins, pacsés, partenaires ou époux, et de l'autre, les limites, c'est-à-dire finalement l'aspect institutionnel de la famille. C'est cette tension entre l'aspect contractuel et l'aspect institutionnel. Sujet de 2019, on avait encore cette tension-là entre d'un côté le rôle de la volonté de changer de sexe par exemple, de changer de nom, volonté dans le cadre de son corps humain, mais de l'autre, on a aussi un ordre public extrêmement fort en droit des personnes. En 2020, le sujet rompt avec ces 2 dernières années, on n'est plus déjà en droit des personnes et de la famille, mais sur un sujet beaucoup plus transversal. Sujet transversal qui touche aussi bien, et j'insisterai beaucoup là-dessus, sur la matière substantielle, le droit civil, que sur la matière processuelle, la procédure civile. Ensuite, sujet qui rompt encore avec les années précédentes, car il s'agit d'un sujet purement notionnel, l'autorité de la chose jugée, une pure notion, je ne vais pas aimer ce que je vais vous dire, une pure notion finalement de cours, a priori, une pure notion théorique d'un point de vue de la procédure et du droit substantiel. Mais nous verrons justement la spécificité du sujet, c'est notamment la première partie de l'énoncé, la relativité de l'autorité de la chose jugée en opposition avec la matière pénale ici, où l'autorité de la chose jugée est absolue car elle vaut à l'égard de tous. Rentrons maintenant un petit peu plus dans le cœur et dans l'analyse de ce sujet en envisageant d'une part ce qu'il ne fallait pas faire et en envisageant d'autre part ce qu'il convenait de faire. Tout d'abord, le premier piège du sujet, et j'ai la certitude des retours que l'on a eus de la part des correcteurs notamment, c'est que le sujet n'a pas été bien compris, notamment sous son aspect substantiel. En effet, il ne fallait surtout pas envisager le sujet exclusivement sous l'angle de la procédure civile. Il fallait envisager le sujet en droit civil de manière extrêmement large. Il ne fallait donc pas, à l'opposé, délaisser tout l'aspect substantiel. Et ici, il suffisait d'avoir un petit peu de réflexion. Où figure l'autorité de la chose jugée ? L'article 1355 du Code civil appréhende, et j'ai bien dit du Code civil, appréhende cette notion de l'autorité de la chose jugée, car c'est une présomption de vérité. Si on s'attache maintenant à l'aspect processuel, article 480 du Code civil, qui dispose que le jugement a l'autorité de la chose jugée relativement, vous l'entendez, le terme relativement comme l'énoncé du sujet, à la contestation qu'il tranche. Il fallait donc ici, il fallait absolument s'interroger sur ce terme de la relativité. Relativité par opposition tout d'abord au droit pénal, et relativité ensuite dans les textes, dans l'article 480 et dans l'article 1355, qui précise, on est dans le cadre de personnes privées, de relations entre personnes privées, il ne peut y avoir autorité de la chose jugée qu'entre ces parties et que par rapport à ce qui a été jugé. Ensuite, ce qu'il ne fallait pas faire encore, c'est ne pas partir des définitions des termes du sujet. En effet, si on partait des définitions des termes du sujet, on avait bien les 2 dimensions du sujet, aussi bien la dimension substantielle que la dimension processuelle. L'autorité de la chose jugée crée une présomption de vérité légale au profit du jugement. Ça, c'est la dimension substantielle du sujet, article 1355. Elle désigne l'autorité attachée à un acte juridictionnel qui en interdit la remise en cause en dehors des voies de recours légalement ouvertes. Ça, c'est la dimension processuelle du sujet. Ce qu'il ne fallait pas faire encore dans les développements, c'est vouloir réciter son cours sur l'autorité de la chose jugée, au risque de ne plus tenir une démonstration et au risque finalement d'ennuyer les correcteurs.
Ici, au contraire, il fallait exploiter la jurisprudence et la rattacher à un fil directeur pour montrer l'évolution de cette notion d'autorité de la chose jugée. Enfin, ce qu'il ne fallait surtout pas faire, c'était commettre des erreurs de fond. Quelques exemples. Il ne fallait pas confondre les termes de chose jugée, d'autorité de la chose jugée ou de force de chose jugée. Également, il fallait bien distinguer de manière très nette la règle, ce qu'on appelle de la triple identité, de bien distinguer l'objet et la cause, en procédure civile par exemple. Également, il ne fallait pas commettre d'erreur sur la distinction entre les motifs et le dispositif dans le cadre d'un jugement. Ce qu'il fallait faire maintenant. Tout d'abord, il fallait, on l'a déjà fait, poser la définition. Avec cette distinction qui ressort très nettement de notre définition ici, d'un côté, présomption légale, article 1355, qui trouve sa place au sein des règles de preuve, et de l'autre, article 480, c'est l'autorité qui est attachée à un acte juridictionnel. Ce qu'il fallait faire aussi, c'est s'attacher au terme la relativité. En effet, l'autorité de la chose jugée est relative en droit civil par opposition ici au droit pénal. Lorsque le juge rend une décision dans cette dernière matière, cette décision, puisque cela touche la société, il y a une atteinte à la société, aura une autorité de la chose jugée absolue, c'est-à-dire à l'égard de tous. De là, à partir de ces définitions, il fallait analyser finement le sujet. Il ne s'agissait pas, bien évidemment, de faire une opposition au droit pénal. Il fallait rester sur le terrain civil et de la procédure. Premier élément qui ressort et fondamental pour ce sujet, c'est que c'est un sujet transversal, c'est un sujet mixte, à la fois substantiel, à la fois processuel. Ensuite, il suffit de s'interroger. Quelle est l'évolution de ce sujet ? En matière de droit substantiel, l'autorité de la chose jugée était et demeure toujours une présomption de vérité légale. C'est-à-dire que ce qu'affirme le juge dans sa décision est tenu pour vrai. C'est ce que l'on appelle la vérité judiciaire. Très peu d'évolution, c'est une conception finalement extrêmement classique. En revanche, d'un point de vue processuel, le sujet a fait l'objet d'une évolution fondamentale, essentielle. C'est l'arrêt le plus important de la procédure civile, bien évidemment, c'est l'arrêt Cesareo, qui introduit une nouvelle conception en procédure civile, nouvelle conception directement inspirée des travaux de Motulski. Et là, on voit cette nouvelle conception avec ce nouvel objectif que l'on rencontre aux procédures civiles, c'est-à-dire que le juge utilise, et le législateur aussi, utilise les règles de procédure civile, la technique de la procédure civile, pour atteindre les objectifs modernes de la procédure, et notamment l'objectif de célérité. Et vous voyez qu'ici, je suis en train de tenir la démonstration. C'était, à mon sens, le dernier piège de ce sujet, c'était de ne pas tenir une démonstration, de ne pas chercher à faire une démonstration tant sous l'angle substantiel que sous l'angle processuel. En effet, puisqu'il s'agit d'un sujet technique et en plus de procédure, il est extrêmement tentant de réciter son cours sur le régime juridique de l'autorité de la chose jugée, d'autant plus qu'il y a beaucoup de choses à dire. Dès lors, le juge est soumis à une tension. Cette tension, c'est que d'un côté, de manière classique, de manière traditionnelle, cette chose jugée, cette autorité de la chose jugée repose sur une présomption légale de vérité, avec cet adage latin res juridicata pro veritate accipitur. Conception traditionnelle, civiliste, de droit privé, où l'autorité de la chose jugée ne vaut, n'est relative qu'entre les parties. Et on retrouve ici finalement les raisonnements assez classiques en droit des contrats.
Ce n'est ni plus ni moins que de l'effet relatif en matière contractuelle. Le jugement n'a d'effet qu'entre les parties. D'où la voie spécifique, cette voie de recours extraordinaire, qui est ouverte au tiers, à savoir la tierce opposition. Néanmoins, cette conception extrêmement classique, civiliste, du Code civil, de l'autorité de la chose jugée, a fait l'objet de profonds bouleversements contemporains par le juge, qui a utilisé l'autorité de la chose jugée afin de réguler l'accès au juge. Concrètement, il visait l'arrêt Césareo ici, pour respecter l'exigence de célérité et rendre ainsi la procédure civile plus efficace. Dès lors, sous forme interrogative, quelle est la question qui se pose ici? C'est comment cette relativité de l'autorité de la chose jugée a modifié la physionomie du procès civil. Pour répondre à cette question, deux axes. D'une part, la dimension substantielle de l'autorité de la chose jugée, c'est cette conception classique, en posant tout d'abord les fondements, les bases en grand 1A, à savoir que c'est le fondement légal d'une présomption de vérité, partir de l'article 1355, d'expliquer ce qu'est une présomption légale de vérité, et de préciser également que ce qui figure dans le jugement est tenu pour vrai, même si le juge s'est trompé. C'est cette présomption de vérité. Autre aspect dans cette idée, autre conséquence, c'est que ce jugement est obligatoire. C'est l'obligatoriété du jugement. En effet, le jugement va avoir aussi bien un effet novateur qu'un effet constitutif de droit. Mais l'autorité de la chose jugée, et c'est là où on voit toute la subtilité du sujet, c'est que cette autorité de la chose jugée est relative. Relative tout d'abord aux parties par rapport aux tiers, mais autorité de la chose jugée également relative aux décisions juridictionnelles. Toutes les décisions du juge n'ont pas autorité de la chose jugée. On pense par exemple à la matière gracieuse, où il n'y a pas concrètement de contentieux. Donc il n'y a pas d'autorité de la chose jugée. Dans un deuxième temps, il fallait s'attacher à la matière purement processuelle. Et c'était là où on rentrait dans la technique de la procédure. Avec une conception moderne dans le cadre de la procédure civile, en effet, il y a eu un renouvellement de la règle de la triple identité, de l'objet, de la cause et des parties, avec les définitions proposées par Moczulski, l'objet du litige étant relevant de l'avantage économique ou social que les parties entendent obtenir du procès, la cause sont les arguments, on va dire, de fait dans l'esprit de Moczulski, ça se traduit juridiquement par les prétentions, avec ce renouvellement de l'objet et de la cause à travers l'arrêt Césareo, qui est l'arrêt fondamental en matière de procédure civile d'assemblée plénière du 7 juillet 2006, qui est vraiment le point de rupture en matière de procédure. La Cour de cassation a renouvelé cette conception de la règle de la triple identité afin d'atteindre les objectifs modernes de la procédure civile, mais elle a également renouvelé la mise en œuvre, si l'on peut dire, de l'autorité de la chose jugée avec son domaine, qu'elle a réussi à limiter justement pour essayer d'atténuer les effets de l'arrêt Césareo. C'est quasiment tout l'objet du grand 2B, c'est l'arrêt d'assemblée plénière du 13 mars 2009 qui affirme que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif. Donc ici, ce sont quelques pistes de réflexion à propos de ce sujet, la relativité de l'autorité de la chose jugée, qui est un sujet qui de prime abord peut effrayer, mais avec une méthode, en partant des définitions, en procédant à une bonne analyse du sujet, en réfléchissant comme un futur magistrat, on se rend compte qu'en réalité, ce sujet n'était pas si compliqué dans le fond, même s'il demeure être un sujet extrêmement technique. En conclusion, ce sujet de droit civil et de procédure civile, j'insiste sur cette idée de sujet mixte, transversal, certes sujet technique, mais avec une bonne méthode
avec de la rigueur dans la résolution, dans la démonstration, on pouvait rendre une excellente copie sur un sujet qui peut sembler extrêmement compliqué. Enfin, dernier aspect, en conclusion, il faut dépasser cette approche universitaire. En effet, à l'université, un sujet sur l'autorité de la chose jugée ne pourrait tomber que dans le cadre d'un partiel de procédure civile. En effet, l'autorité de la chose jugée est une règle de preuve, donc généralement c'est première année. Vous n'avez clairement pas la maturité en première année pour envisager un tel sujet, donc il ne peut tomber qu'en procédure civile. Appréhender ici le sujet que sous l'angle de la procédure civile montre que vous êtes encore dans une approche universitaire, dans une approche extrêmement cloisonnée des matières. Pour le NM, et c'est l'une des clés de votre réussite, il faut réussir à décloisonner complètement les matières. Vous êtes interrogé en réalité sur tout le droit civil, partant du droit des personnes, passant par le droit des biens, droit de la famille également, le droit des obligations, contrats, délits, désormais la vente, le cautionnement, le prêt et la procédure civile. Et c'est là où on arrive à constater la différence entre les étudiants, entre ceux qui sont encore trop universitaires et les étudiants, les candidats plutôt, qui sont déjà des magistrats en puissance.